Ma femme a eu un petit sourire en coin et a dit, je sors, j'ai un rencard. Ne m'attends pas. J'ai répondu, j'espérais que tu dirais ça. Son visage est devenu livide. Elle ignorait que j'avais découvert son compte caché, les aveux de son amant et les preuves qui allaient la détruire au tribunal, car au matin, tout allait changer. Je m'appelle Laurent Dubois, j'ai 44 ans et, il y a encore 3 mois, je pensais avoir tout réussi, un mariage solide de 18 ans, 2 enfants formidables, Théo, 17 ans, et Chloé, 14 ans, ainsi qu'une entreprise florissante que j'avais bâtie à partir de rien, composée de 5 salles de sport dans la région lyonnaise générant plus de 2 millions d'euros par an. J'avais un associé en qui j'avais toute confiance, Marc-Olivier, qui s'occupait des ventes et du marketing pendant que je gérais les opérations, et nous avions développé cet empire ensemble sur 7 ans, passant d'une salle en difficulté à une véritable franchise reconnue. Valérie, ma femme, avait été là depuis le début, à l'époque où nous vivions chichement dans un studio loué à Villeurbanne, mangeant des pâtes au beurre 3 soirs par semaine pendant que j'investissais chaque euro dans cette première salle, car elle croyait en moi quand personne d'autre ne le faisait, ou du moins c'est ce que je pensais. C'était un mardi soir que tout a basculé, je me souviens de la date exacte car c'était le lendemain du match de basket de notre fils Théo, celui où il avait marqué 23 points et où Valérie ne s'était jamais présentée, prétextant par SMS que Marc-Olivier avait besoin d'elle pour couvrir l'accueil de notre salle du quartier Confluence à cause d'un employé malade. J'étais dans la cuisine en train de réchauffer un reste de poulet quand elle est entrée, et le claquement de ses talons sur le parquet semblait différent, plus net, plus délibéré. Elle portait une robe que je n'avais jamais vue, d'un bordeaux profond, le genre qui coûte plus cher que nos courses mensuelles, et son maquillage était parfait, trop parfait pour un mardi soir à la maison. J'ai levé les yeux du micro-ondes, nos regards se sont croisés et il y avait quelque chose dans son expression que je n'arrivais pas à définir, pas de la culpabilité, ni de la nervosité, mais quelque chose proche de l'anticipation. J'ai un rencard ce soir, a dit Valérie d'une voix claire et posée, ne m'attends pas. Les mots ont flotté dans l'air comme la fumée après un coup de feu, et je suis resté là, une main sur la porte du micro-ondes, l'autre tenant une fourchette qui semblait soudain peser 1 tonne, mon esprit tentant de traiter ce que je venais d'entendre, un rencard. Ma femme de 18 ans venait d'annoncer qu'elle avait un rendez-vous galant. Elle m'observait, attendant une réaction, elle voulait que je crie, que je supplie, que je m'effondre et que je lui offre le drame qu'elle espérait clairement, mais quelque chose en moi s'est glacé, un froid polaire, car à ce moment précis, une douzaine de petits détails se sont assemblés. Le relevé de carte bleue trouvé le mois dernier avec des frais d'hôtel où je n'étais jamais allé, la façon dont Marc-Olivier évitait mon regard lors de notre dernière réunion d'associés, le fait que la mère de Valérie, Monique, avait été inhabituellement froide avec moi à l'anniversaire de Chloé. J'ai posé la fourchette, fermé le micro-ondes et regardé ma femme, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu une étrangère portant le visage de Valérie. En fait, ai-je dit d'une voix calme et mesurée, j'espérais que tu dirais ça. Son visage a changé instantanément, l'assurance suffisante s'est vidée comme l'eau d'un barrage rompu, sa bouche s'est entr'ouverte puis refermée, elle a cligné des yeux 2 fois, comme si elle essayait de recalibrer la situation. Quoi ? Sa voix était plus petite qu'avant. Tu m'as entendu, j'ai dit en m'appuyant contre le comptoir et en croisant les bras, j'attendais que tu sois enfin honnête sur ce que tu faisais, alors vas-y, profite de ton rencard, je serai là à ton retour, nous aurons beaucoup à discuter. Elle s'est reprise rapidement, je lui accorde ça, le masque s'est remis en place. Tu es dramatique, Laurent, c'est juste un dîner avec des amis de la salle de sport. Les amis ne nécessitent généralement pas une robe à 200 € et un maquillage de qualité professionnelle, ai-je répondu, mais d'accord, appelons ça comme ça, à quelle heure dois-je t'attendre ? Ou ne devrais-je pas t'attendre comme tu l'as dit ? Valérie a saisi son sac à main sur le comptoir, ses mouvements brusques et défensifs. Je ne sais pas ce qui te prend, mais cette attitude n'est pas attirante. Mentir au visage de son mari ne l'est pas non plus, ai-je rétorqué, mais nous y voilà. Elle m'a fixé un long moment, et je pouvais voir les engrenages tourner derrière ses yeux, elle essayait de comprendre ce que je savais, ce que j'avais découvert, alors que la vérité était que jusqu'à il y a 30 secondes, je n'avais que des soupçons, mais sa réaction à mon calme olympien venait de tout confirmer. Je rentrerai tard, a-t-elle finalement dit en se tournant vers la porte. Prends ton temps, lui ai-je lancé, j'ai quelques appels à passer de toute façon. La porte s'est refermée derrière elle avec un clic doux, et je suis resté là dans la cuisine, entouré de l'odeur de poulet réchauffé et des décombres de mon mariage, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, de la clarté, une clarté pure, nette et indéniable. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire, il était temps de voir exactement ce que ma femme achetait avec notre argent. L'application a chargé lentement,
chaque seconde s'étirant interminablement, et quand les transactions sont apparues, j'ai senti ma mâchoire se serrer. 3 mois de relevé racontaient l'histoire que j'avais été trop occupé pour lire, des frais d'hôtel au Sofitel toujours le jeudi, des réservations de dîner chez Le Florentin, le restaurant italien où nous avions fêté nos 10 ans de mariage, des achats dans des bijouteries où je n'avais jamais mis les pieds, et le coup de grâce, des retraits. En espèces totalisant 8 000 € répartis sur 12 semaines. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Si Valérie voulait jouer, elle avait choisi le mauvais adversaire, car j'avais passé 7 ans à bâtir une entreprise à partir de zéro, ce qui exigeait une attention aux détails et la capacité de repérer quand les chiffres ne collaient pas. Première étape, notre compte joint, j'ai téléchargé tous les relevés des 6 derniers mois et créé un tableau Excel. Les signaux d'alarme ont sauté aux yeux immédiatement, des frais dans des boutiques de lingerie les jours où elle prétendait rendre visite à sa mère, des factures de restaurant pour deux qu'elle n'avait jamais mentionnées, un week-end dans un gîte à Annecy qui coïncidait avec son supposé voyage entre filles à Paris. Mon téléphone a vibré, c'était Théo qui m'envoyait un SMS depuis l'étage. « Papa, elle est où maman ? Elle a dit qu'elle m'aiderait avec ma lettre de motivation pour Parcoursup ce soir. » J'ai répondu, elle a dû sortir, je vais t'aider, donne-moi 20 minutes. 20 minutes, c'est tout ce que j'avais avant de redevenir papa, alors mettant de côté le fait que mon mariage implosait, j'ai travaillé plus vite. Ensuite, je me suis connecté à notre compte professionnel, celui que Marc-Olivier et moi partagions pour les salles de sport, et mon estomac s'est noué, des virements non autorisés, de petits montants au début, 500, 800 €, toujours étiquetés comme maintenance équipement ou frais marketing. Mais ils étaient devenus plus audacieux, car il y a 2 semaines, un virement de 5 000 € marqué comme l'équipement salle n'était jamais apparu dans aucun de nos inventaires. J'ai pris le numéro de compte du bénéficiaire et l'ai passé dans l'outil de vérification de notre banque. Le compte appartenait à Valérie. Elle siphonnait l'argent de notre entreprise, de l'argent qui appartenait moitié à Marc-Olivier et moitié à moi, pour l'injecter dans un compte privé dont j'ignorais l'existence. Mes mains tremblaient en faisant des captures d'écran de tout, ce n'était pas juste une liaison, c'était du vol, un vol systématique et calculé contre notre famille et notre entreprise. J'ai ouvert un nouvel onglet et cherché le nom de l'avocat qui nous avait aidé à monter notre SARL il y a 7 ans, Maître Bernard, un homme pointilleux d'une 50aine d'années, et j'ai rédigé un email en joignant les captures d'écran, expliquant la situation en termes cliniques, sans émotion, juste des faits, demandant un rendez-vous pour la première heure le lendemain matin. Mon téléphone a sonné, le nom de Marc-Olivier s'est affiché, je l'ai regardé 3 fois avant de répondre. Ouais. Salut Laurent, la voix de Marc-Olivier semblait tendue, artificielle, je prenais juste des nouvelles, tout va bien ? Timing intéressant pour prendre des nouvelles, ai-je dit, il est 21h30 un mardi soir. Une pause. Ouais, bon, je voulais juste m'assurer qu'on est toujours bon pour la livraison d'équipement demain à la salle du centre-ville. Nous n'avons pas de livraison d'équipement prévue demain, Marc. Le silence s'est étendu entre nous comme un gouffre. Où est Valérie en ce moment, ai-je demandé, la voix plate. Il a raccroché. Je suis resté assis à regarder mon téléphone, quelque chose en moi a changé, ce n'était pas seulement ma femme qui me trahissait, c'était mon associé, l'homme à qui je confiais la moitié de mes moyens de subsistance, qui me poignardait dans le dos. À l'étage, Théo a crié, « Papa, tu viens ?» J'arrive, ai-je crié en retour, sauvegardant tous mes documents sur un cloud sécurisé. La lettre Parcoursup pouvait attendre, mais d'abord, j'avais un fils à rassurer, même si nous savions tous les deux que rien n'allait. La lettre de motivation de Théo portait sur la persévérance, sur la façon dont me voir bâtir l'entreprise lui avait appris que le succès exige des sacrifices. Je l'ai aidé à peaufiner son argumentation pendant que mon téléphone vibrait toutes les quelques minutes de notifications que j'ignorais, et vers 22h30, satisfait de son brouillon, il est allé se coucher. Chloé dormait depuis 21h, sa porte fermée avec un panneau « Ne pas déranger » qu'elle avait fait en cours d'art plastique. Je suis redescendu et me suis fait un café noir serré, le genre qui garde l'esprit vif, car j'avais du travail. Le système de sécurité que j'avais installé dans nos salles il y a 6 mois n'était pas seulement pour prévenir les vols, c'était de la haute définition connectée au cloud couvrant chaque angle. J'ai sorti les images de notre salle de confluence, celle où Valérie prétendait avoir travaillé la veille, et j'ai fait défiler la timeline, elle n'était jamais venue, l'accueil était tenu par Sarah, notre employée du soir, de 18h à la fermeture à 22h, aucun signe de Valérie. J'ai vérifié les 4 autres salles, même histoire, ma femme n'avait mis les pieds dans aucune de nos salles hier. J'ai téléchargé les images pour les ajouter à mon dossier de preuves grandissant. Ensuite, j'ai ouvert l'agenda partagé que Valérie et moi utilisions pour la famille,
elle avait été méticuleuse pour le mettre à jour, probablement pour maintenir l'illusion de la transparence, mais j'ai croisé ses entrées avec les relevés bancaires, chaque réunion du club de lecture correspondait à une note d'hôtel, chaque dîner avec sa mère s'alignait avec des factures de restaurant pour deux dans des endroits romantiques de Lyon. Elle s'était construit un alibi à la vue de tous, comptant sur le fait que j'étais trop occupé pour vérifier. Mon téléphone a sonné, le nom de Valérie s'est affiché, j'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Ouais. Ma voix était neutre. Laurent, il faut qu'on parle, elle semblait bouleversée, ses mots hachés, je rentre. Prends ton temps, je ne bouge pas. Non, tu ne comprends pas, je dois t'expliquer quelque chose, tout ça, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai failli rire. Vraiment? Donc tu n'as pas annoncé que tu avais un rencard? Tu n'es pas sorti habillé comme si tu rencontrais quelqu'un d'important? Aide-moi à comprendre ce que je suis censé penser. Je te testais, sa voix avait changé pour devenir plus douce, plus vulnérable, le ton qu'elle utilisait quand elle voulait que je la plaigne, je voulais voir si tu te battrais pour nous. Si je montrerais que je tiens encore à toi en mentant sur l'endroit où tu étais ces 3 derniers mois et en volant de l'argent sur le compte de l'entreprise. C'est un sacré test, Valérie. Silence. De quoi tu parles? Je parle des 8 000 € de retrait en espèces, des virements vers ton compte privé, des frais d'hôtel, des factures de restaurant, des bijoux que tu as achetés pour quelqu'un qui n'est pas moi. J'ai gardé ma voix clinique. Je parle du fait que tu n'as été dans aucune de nos salles depuis 2 semaines alors que tu prétendais y travailler. J'ai entendu sa respiration se bloquer. Tu m'espionnes. Je fais attention, il y a une différence. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre donnant sur notre rue calme de banlieue. Maintenant, tu peux rentrer et on peut avoir cette conversation face à face, ou tu peux rester où tu es avec qui tu es, c'est ton choix, mais si tu rentres, tu as intérêt à être prête à dire la vérité parce que j'en connais déjà la majeure partie. Elle a raccroché. 20 minutes plus tard, des phares ont balayé l'allée, c'était la voiture de Valérie. J'ai entendu sa clé dans la serrure, la porte s'ouvrir lentement, et elle est apparue dans l'encadrement de la cuisine, son maquillage coulé, sa posture confiante de tout à l'heure complètement disparue. Où est Marc-Olivier, ai-je demandé avant qu'elle ne puisse parler. Son visage a blêmi. Comment as-tu? Réponds juste à la question. Il m'a déposé au coin de la rue, a chuchoté Valérie. Laurent, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. J'ai désigné la chaise en face de moi. Assieds-toi, commence à parler, et si je te surprends dans un mensonge de plus, cette conversation est terminée et mon prochain appel est pour un avocat du divorce. Valérie s'est assise comme si elle s'approchait d'une bombe, ses mains tremblaient alors qu'elle posait son sac sur la table. Pendant un moment, elle a juste fixé ses genoux, et je me demandais si elle calculait son prochain coup ou si elle ressentait vraiment quelque chose proche du remords. Ça a commencé il y a 6 mois, a-t-elle finalement dit, sa voix à peine un murmure, Marc et moi faisions l'inventaire au centre-ville, on parlait, et il m'écoutait d'une façon dont tu ne le fais plus depuis des années, il m'a fait me sentir vu. Donc tu as décidé d'avoir une liaison avec mon associé et de voler notre entreprise, j'ai gardé mon ton plat, refusant de lui donner la réaction émotionnelle qu'elle cherchait. Épargne-moi le résumé de roman à l'eau de rose et dis-moi la vérité, combien d'argent as-tu pris? Elle a tressailli. Environ 12 000 €, mais j'allais les rembourser. Avec quel argent? L'argent liquide que tu as retiré de notre compte joint. Les virements de l'entreprise que Marc a autorisés. Je me suis penché en avant. J'ai les relevés bancaires, les images de sécurité, les reçus de carte bleue, je sais pour les hôtels, les restaurants, les bijoux, ce que je veux savoir c'est ce que tu caches d'autre. Les yeux de Valérie se sont remplis de larmes, mais je ne marchais plus. Il n'y a rien d'autre, je le jure. J'ai sorti mon téléphone et ouvert une photo trouvée plus tôt, elle la montrait riant dans une banquette de restaurant, le bras de Marc-Olivier autour de ses épaules, la date remontait à 3 semaines, le même soir où elle m'avait dit qu'elle était à une réunion de parents d'élèves. Et c'est encore, ai-je dit en glissant le téléphone sur la table. Elle a regardé l'image et son visage est devenu gris. Où as-tu eu ça? Les réseaux sociaux sont une chose merveilleuse, quelqu'un a tagué Marc dans un post au Florentin, tu es juste là en arrière-plan. J'ai repris le téléphone. Maintenant, je vais te demander une dernière fois, qu'est-ce que tu as caché d'autre? Valérie est restée silencieuse un long moment, puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Marc et moi prévoyions de te racheter tes parts de l'entreprise, nous avons rencontré des investisseurs, nous allions te faire une offre dérisoire et te forcer à partir. Je me suis adossé à ma chaise,
traitant l'information, ce n'était pas juste une liaison, c'était une OPA hostile sur l'entreprise que j'avais bâtie de rien. Est-ce que Marc sait que je suis au courant de tout ça? Je ne pense pas. Quand je l'ai appelé après que tu as dit espérer que je dise la vérité, il a paniqué, il m'a dit de rentrer et de tout nier, qu'il gérerait les dégâts demain. À quelle heure prévoit-il d'être au bureau? 7 heures, il est toujours là tôt le mercredi. J'ai regardé l'horloge, il était 23h15, j'avais moins de 8 heures pour mettre mes affaires juridiques en ordre avant que Marc n'essaie de manipuler la situation. Voici ce qui va se passer, ai-je dit en me levant, tu vas dormir dans la chambre d'amis ce soir. Demain matin, tu appelleras ta mère et tu lui diras que tu restes chez elle pour un moment. Tu n'emmènes pas les enfants, tu ne touches pas à nos comptes et tu ne contactes pas Marc, compris? Laurent, s'il te plaît. Je n'ai pas fini, ma voix s'est durcie, tu vas aussi écrire chaque détail de ce que toi et Marc avez planifié, chaque réunion avec les investisseurs, chaque conversation sur le rachat, chaque euro déplacé, et tu vas signer. Pourquoi je ferais ça? Sa voix s'est brisée. Parce que si tu ne le fais pas, je demande le divorce demain et je vais à la police pour le vol. Mais si tu coopères, si tu me dis tout, je pourrais être disposé à trouver un arrangement qui ne te détruise pas complètement. C'était en partie du bluff, j'allais demander le divorce de toute façon, mais j'avais besoin de ces aveux écrits avant que Marc n'ait la chance de prendre un avocat et de détruire les preuves. Valérie a hoché la tête lentement, les larmes coulant sur son visage. D'accord, je vais le faire. Bien, commence à écrire. Valérie a passé 2 heures à rédiger ses aveux pendant que j'étais assis en face d'elle, lisant les contrats commerciaux et les accords de partenariat. À 1h30 du matin, elle avait rempli 6 pages de détails sur la liaison, le vol financier et le plan pour m'évincer de ma propre entreprise, et elle a signé chaque page d'une main tremblante. Je peux aller me coucher maintenant, a-t-elle demandé, la voix rauque d'avoir pleuré. Chambre d'amis, et laisse ton téléphone sur le comptoir de la cuisine. Elle a commencé à protester, puis s'est ravisée. J'ai entendu ses pas dans l'escalier, la porte de la chambre d'amis se fermait. J'ai photographié chaque page de sa confession, les ai téléchargés sur mon stockage cloud sécurisé et ai verrouillé les originaux dans mon coffre-fort. Ensuite, j'ai appelé Maître Bernard, mon avocat, et j'ai laissé un message vocal détaillé demandant une réunion d'urgence à 6 heures du matin. J'ai réussi à dormir 3 heures sur le canapé avant que mon réveil ne sonne. Théo et Chloé dormaient encore quand je me suis douché et habillé, j'ai laissé un mot sur le comptoir disant que j'avais une réunion matinale et que je serais de retour avant leur départ pour l'école. Le cabinet de Maître Bernard était dans une tour du quartier de la Pardieu, il était déjà là quand je suis arrivé, café prêt, l'air vif malgré l'heure indue. Monsieur Dubois, a-t-il dit en me serrant la main, votre message était préoccupant, asseyez-vous et dites-moi tout. J'ai passé 40 minutes à exposer la situation, la liaison, le vol, la tentative de prise de contrôle, je lui ai montré les relevés bancaires, les images de sécurité, les aveux signés de Valérie. Maître Bernard a pris des notes, son expression s'assombrissant à chaque révélation. C'est grave, a-t-il finalement dit, mais c'est aussi du béton. Votre femme et votre associé se sont exposés à la fois au civil et au pénal pour abus de biens sociaux. La question est, que voulez-vous faire? Je veux la garde exclusive de mes enfants, je veux que Valérie quitte la maison, je veux Marc-Olivier hors de l'entreprise et je veux récupérer chaque euro qu'ils ont volé. Je me suis penché en avant. Pouvez-vous faire ça? La garde et le divorce? Absolument. Les aveux de votre femme et les preuves de fraude financière vous donnent un levier énorme. Maître Bernard a tapoté son stylo sur son bloc-notes. Le côté commercial est plus délicat. Marc possède 40% des parts. Même avec une clause de moralité, il pourrait contester l'éviction au tribunal. Et si vous le rachetiez? Avec quel capital? Vous avez dit qu'ils ont vidé près de 20 000 euros des comptes. J'ai sorti un autre dossier. Il y a 3 semaines, j'ai sécurisé une ligne de crédit sur la maison de mon père, celle qu'il m'a laissée dans son testament, celle sur laquelle Valérie n'a aucun droit légal, elle vaut 620 000 euros et je peux accéder à 300 000 immédiatement. Maître Bernard a haussé un sourcil. Vous l'avez vu venir. J'ai vu quelque chose venir, je ne savais juste pas à quel point ce serait grave. J'ai glissé les papiers sur son bureau. Je veux offrir un rachat à Marc-Olivier, 75% de la valeur de ses parts, paiement intégral sous 30 jours. S'il refuse, on invoque la clause de moralité et on le force à partir pour rien. C'est agressif. Il a essayé de voler mon entreprise et de coucher avec ma femme, agressif c'est moi étant généreux.
Je me suis levé. Pouvez-vous rédiger les papiers aujourd'hui? Je les aurai prêts pour cet après-midi. Maître Bernard s'est levé et m'a serré la main à nouveau. Et Laurent, la mère de votre femme, Monique, votre message mentionnait qu'elle pourrait être impliquée pour couvrir la liaison. Soyez prêts à ce qu'elle se batte salement pendant la bataille pour la garde. Je compte là-dessus, ai-je dit, j'ai des projets pour Monique aussi. J'ai quitté le bureau de l'avocat à 7h15 et j'ai conduit directement à notre salle du centre-ville. Le 4X4 de Marc-Olivier était déjà sur le parking. Je suis entré par l'entrée principale, j'ai salué le personnel du matin et je me suis dirigé vers le bureau que nous partagions. Marc était à son bureau, fixant son écran d'ordinateur, il a levé les yeux quand je suis entré et j'ai vu le calcul dans son regard, il essayait de savoir ce que je savais. « Salut Laurent » a-t-il dit prudemment, tôt aujourd'hui. J'avais des affaires à régler. J'ai fermé la porte du bureau derrière moi. Nous devons parler de ta démission. Le visage de Marc est passé par plusieurs expressions avant de s'installer sur une innocence confuse. Ma quoi? De quoi tu parles? J'ai sorti mon téléphone et lancé l'enregistrement audio des aveux de Valérie, sa voix a rempli le petit bureau, détaillant la liaison, l'argent volé, le plan pour m'évincer. Le visage de Marc s'est vidé de sa couleur à mesure que l'enregistrement jouait. Quand c'était fini, j'ai rangé mon téléphone et me suis assis en face de lui. Voici la situation, ai-je dit d'une voix calme, tu as violé notre pacte d'associés de multiples façons, vol, fraude, complot. J'ai la documentation de chaque frais d'hôtel, chaque virement non autorisé, chaque dîner facturé à la société pendant que tu couchais avec ma femme. Marc a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Maintenant, je vais te faire une offre et tu vas l'accepter parce que l'alternative est bien pire. J'ai sorti un dossier de mon sac et l'ai glissé sur le bureau. Ceci est un accord de rachat, je t'offre 75% de la valeur de tes 40% de parts, basé sur notre dernière évaluation, ça fait 450 000 € payés intégralement sous 30 jours. Il a fixé les papiers comme s'ils allaient le mordre. C'est en dessous de la valeur du marché. C'est plus que ce que tu mérites. La clause de moralité de nos statuts me donne le droit de t'évincer avec 0 compensation pour une conduite comme celle-ci. Je t'offre une chance de partir avec quelque chose. Je me suis adossé à ma chaise. Tu as jusqu'à 17h aujourd'hui pour décider. Accepte le rachat, signe une clause de non-concurrence et disparaît, ou refuse et j'invoque la clause de moralité, je signale le vol à la police et je m'assure que tout le monde dans cette industrie sache exactement ce que tu as fait. Laurent, s'il te plaît, on est associés depuis 7 ans, on a bâti ça ensemble. Et tu as essayé de me le voler tout en couchant avec ma femme. Je me suis levé. Je ne négocie pas avec les gens qui me trahissent, Marc, je les élimine. La seule question est de savoir si tu pars avec quelque chose ou avec rien. Il a baissé les yeux sur les papiers, ses mains tremblant légèrement. Et Valérie? Tu divorces? Ce n'est plus ton problème. J'ai marché vers la porte. 17h, Marc. Je serai au bureau de mon avocat, tu peux livrer ta décision là-bas ou ton avocat peut contacter le mien, de toute façon, tu as fini ici. Je l'ai laissé assis à son bureau et suis rentré chez moi. Théo et Chloé prenaient leur petit déjeuner quand je suis entré. Valérie n'était nulle part. Elle est où maman? A demandé Chloé en levant les yeux de ses céréales. Elle ne se sent pas bien, elle reste chez grand-mère Monique quelques jours. Je me suis versé un café et me suis assis avec eux. Vous avez bien dormi? Théo m'a jeté un coup d'œil entendu, à 17 ans, il était assez vieux pour sentir quand quelque chose n'allait pas bien. Ça va papa? Ça va, fils, je gère juste quelques problèmes de boulot. Je leur ai souri à tous les deux. Écoutez, les choses vont peut-être être un peu différentes ici pendant un moment, votre mère et moi traversons des trucs, mais je veux que vous sachiez que rien de tout ça n'est votre faute et qu'on vous aime tous les deux très fort. Les yeux de Chloé se sont écarquillés. Vous allez divorcer? J'ai pris une respiration. On essaie de comprendre les choses, mais quoi qu'il arrive, vous deux êtes ma priorité, toujours. Théo a hoché la tête lentement, mais je voyais les questions dans ses yeux, des questions auxquelles je devrais répondre éventuellement, mais pas maintenant, pas quand ils avaient l'école et des problèmes d'ados normaux à gérer. Mon téléphone a vibré, un SMS de Maître Bernard, Monique vient d'appeler mon bureau menaçant de poursuite si vous essayez d'empêcher sa fille de voir les enfants, je pensais que vous devriez savoir. J'ai répondu, laissez-la venir, j'ai des preuves qui vont enterrer sa crédibilité. La guerre ne faisait que commencer.
Marc-Olivier s'est présenté au bureau de Maître Bernard à 16h45, 15 minutes avant leur limite. Il avait l'air de n'avoir pas dormi, sa chemise froissée, les yeux rouges. Son avocate, une femme pointue d'une quarantaine d'années nommée Maître Hall, était assise à côté de lui. Marc ne pouvait pas croiser mon regard. Mon client est prêt à accepter l'offre de rachat, a dit Maître Hall, glissant l'accord signé sur la table, 450 000 € pour ses 40%, payés sous 30 jours, en échange, il signe la non-concurrence et démissionne de tout poste. J'ai vérifié la signature puis regardé Marc. Tu comprends que ça veut dire que tu es dehors complètement? Pas de rôle de consultant, rien. Il a hoché la tête, la voix à peine un murmure. Je comprends. Et tu reconnais que ce prix de rachat reflète les dommages causés par ton vol et ton manquement à tes devoirs? Oui. Marc a enfin levé les yeux vers moi. Laurent, je sais que tu ne veux probablement pas entendre ça, mais je suis désolé, je me suis laissé emporter et j'ai trahi ta confiance, je le regretterai toute ma vie. Garde tes excuses. J'ai signé l'accord. Ton excuse ne change pas ce que tu as fait, elle ne me rend pas les 7 années que j'ai gaspillées à penser que tu étais quelqu'un de confiance. Maître Hall s'est raclé la gorge. Il y a un dernier point, les fonds détournés. Mon client est prêt à rendre 12 000 € au compte de l'entreprise sous 72 heures. Faites-en 48, ai-je dit, et je veux une admission écrite qu'il a autorisé ces virements sans mon consentement. Marc a regardé son avocate qui a hoché la tête, il a signé un autre document. Nous avons fini, a dit Maître Bernard. Monsieur, vous avez jusqu'à vendredi midi pour retirer vos affaires, après ça, votre accès sera révoqué. Marc s'est levé, les épaules affaissées, et en marchant vers la porte, il s'est tourné vers moi. Et pour Valérie? Tu vas porter plainte contre elle aussi? C'est entre moi et ma femme, tu n'as plus à t'inquiéter pour elle. Je me suis adossé à ma chaise. Et Marc, si j'apprends que tu l'as contacté, si j'entends que tu as essayé d'interférer dans mon divorce, je m'assurerai que les charges pour vol soient déposées, c'est clair? Il a hoché la tête et est parti. J'ai conduit chez moi pour trouver Théo qui m'attendait dans l'allée, assis sur les marches du perron, son ballon de basket sur les genoux. Papa, il faut qu'on parle. Je me suis assis à côté de lui, l'air du soir était frais. Je sais que maman n'est pas juste malade, a dit Théo en faisant rebondir le ballon, je t'ai entendu au téléphone hier soir, je l'ai entendu pleurer dans la chambre d'amis. Je savais que cette conversation arrivait. Tu as raison, ta mère et moi avons de gros problèmes. Est-ce qu'elle te trompe? La franchise de la question m'a pris de court. J'ai regardé mon fils, presque un homme. Oui, ai-je dit simplement, c'est le cas. Théo est resté silencieux. Avec Marc-Olivier? Comment tu as su? Je les ai vus ensemble il y a environ 2 mois à la salle des quais, je suis venu chercher ma gourde oubliée et ils étaient dans le bureau, la porte était fermée mais je voyais par la vitre, ils s'embrassaient. Il a regardé le sol. Je ne savais pas quoi faire, une partie de moi voulait te le dire mais je pensais que peut-être je me trompais. Le poids de ce que mon fils portait m'a frappé de plein fouet. Théo, ce n'est pas ta faute, j'aurais dû faire plus attention. J'ai posé ma main sur son épaule. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu divorces? Oui, les papiers sont déposés. Et Chloé? Elle sait? Pas encore. Je vais lui dire, a dit Théo en se levant, elle devrait l'entendre de moi, pas de quelqu'un à l'école ou de mamie Monique. Tu es sûr? Ouais, on est une équipe papa, toi, moi et Chloé. J'ai serré mon fils dans mes bras, fier de sa force. Je l'ai regardé entrer dans la maison et j'ai senti quelque chose changer en moi, mon mariage était fini, mais j'avais toujours mes enfants et il valait la peine de se battre. Mon téléphone a vibré, un message de l'avocat, Valérie a reçu les papiers, elle demande une médiation. J'ai répondu, pas de médiation, on va au contentieux. Elle avait eu sa chance d'être honnête. À l'intérieur, j'ai entendu Chloé commencer à pleurer et la voix basse de Théo la réconfortait. Le tribunal était stérile et froid, Valérie était assise avec son avocat, Monique à côté d'elle me lançant des regards incendiaires. J'étais avec Maître Bernard, les enfants dans le couloir. La juge, une femme dans la soixantaine, allait déterminer la garde provisoire. L'avocat de Valérie s'est levé, vantant ses qualités de mère dévouée et demandant la garde alternée avec résidence principale chez elle. Maître Bernard s'est levé calmement, votre honneur, Madame Dubois n'a pas seulement eu une liaison, elle a commis un vol financier systématique, a menti à sa famille et a comploté pour évincer monsieur de son entreprise.
Il a sorti les aveux signés. Nous avons aussi le témoignage des enfants qui déclarent se sentir plus en sécurité avec leur père. L'avocat de Valérie a objecté, parlant de manipulation. La juge a demandé à entendre Théo. Il a pris la barre, nerveux mais déterminé, « Je veux vivre avec mon père, ma mère nous a menti, elle a volé notre famille, je l'aime mais je ne lui fais plus confiance, et Chloé ressent la même chose. » Monique s'est levée en criant au mensonge, la juge a menacé de l'expulser. Chloé a témoigné ensuite, petite et effrayée, mais donnant la même réponse. La juge a tranché, « J'accorde la garde principale temporaire à Monsieur Dubois, Madame aura un droit de visite surveillé un week-end sur 2. Valérie s'est effondrée en sanglots. Dehors, les enfants ont couru vers moi, c'était fini, nous rentrions à la maison. 8 mois plus tard, la vie avait trouvé un nouveau rythme. Le divorce a été prononcé en juin, Valérie a reçu un règlement minimal. Elle avait emménagé dans un petit appartement et travaillait comme réceptionniste. Marc avait déménagé dans le sud. L'entreprise prospérait, sans la mauvaise gestion de Marc, les profits avaient augmenté de 30%. Théo avait commencé l'université, il était heureux. Chloé allait mieux, la thérapie l'avait aidé. Quant à moi, j'avais recommencé à sortir, rien de sérieux jusqu'à ce que je recroise Sandrine, une kiné que je connaissais. En décembre, nous étions officiellement ensemble. La veille de Noël, Théo m'a demandé, « Papa, tu es heureux ?» J'ai regardé mes enfants et j'ai pensé à tout le chemin parcouru. Oui, ai-je dit, honnêtement, je le suis. Plus tard ce soir-là, je me suis tenu dans la cuisine où tout avait commencé, j'avais appris que la force n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever et de bâtir quelque chose de meilleur. Et c'est exactement ce que j'avais fait.